Bon, et ben quatrième partie de ce live. Encore une fois, désolée, autant la première fois, voilà, c'est pas de mon fait que ça ait coupé, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais deuxième fois c'était une erreur de manip, là c'est vraiment moi qui ai dû couper, donc excusez-moi, j'espère que ça vous dérangerait pas de poursuivre un petit peu, d'allonger un petit peu le live. Ah ça y est, il y a des gens qui se reconnectent, encore une fois, désolée de cette interruption, on était sur un cas de force majeure. J'espère que ça va aller, mais en tout cas, voilà, je tiens le bon bout et je veux aller jusqu'au bout avec cette histoire de peur de l'échec. Donc voilà, pour ceux qui reviennent dans le live, voilà, encore une fois, désolé pour cette interruption. On continue, on lâche rien, donc j'espère que vous avez pris votre papier, votre stylo et que en attendant, vous avez noté finalement ce qui est pour vous la réussite, ce qui est pour vous l'échec et où est-ce que vous vous situez par rapport à ça et que vous vous êtes, voilà, pendant cette petite pause, posé la question finalement de ce que les autres pensaient, enfin ce que vous pensiez vous, de ce que les autres attendaient de vous par rapport à votre réussite ou votre échec. Donc prenez vraiment le temps de le faire. Et encore une fois, vous le ferez dans un deuxième temps. Hein, faites-le après le live aussi. Prenez le temps vraiment de le maturer. Ça, c'est une démarche qu'on fait très souvent en cabinet. J'accompagne très très souvent les personnes justement sur le fait de se poser ces questions-là, notamment quand il y a des histoires de peur de l'échec et que ça paralyse vraiment les gens. Ben, des fois, on en vient à se demander, ok, mais vous pensez que les gens attendent quoi de vous en fait? Parce qu'il y a souvent cette peur de décevoir, cette peur d'avoir le regard parental la plupart du temps qui est d'évaluer en fait. Donc ça vaut le coup de se dire ok, qu'est-ce que j'attends de moi et qu'est-ce que les autres attendent de moi et comment je suis par rapport à ça. En fait, est-ce que je suis ok avec le fait que les autres attendent ça de moi? Est-ce que je suis ok avec le fait de les décevoir peut-être? Ou de leur faire ou de leur montrer finalement que je suis capable d'autre chose que ce qu'ils attendaient à la base. Parce qu'encore une fois, hein, les parents, ils ont des attentes qui sont des attendus par rapport à leur époque, par rapport à leur éducation. Ça ne veut pas dire que forcément ils veulent absolument ça et qu'ils ne seraient pas capables d'accepter autre chose de vous, mais c'est juste des attentes qu'ils ont ou des envies en fait qu'ils ont pour vous la plupart du temps. Ok, il y a une phrase qui me revient là et qu'on me disait beaucoup dans mon enfance. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais en tout cas, c'est une forme de proverbe un petit peu qui est assez parlant par rapport à la notion d'échec. C'est en fait, il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui ne réussissent, il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui ne réussissent pas, en fait. Et c'est exactement ça. Et dans l'autre sens, il y a aussi, il n'y a que ceux qui font rien qui risquent pas de mal faire. Donc effectivement, il y a les deux choses. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose de mal, dès que vous échouez, ben c'est que vous avez tenté, c'est que vous avez essayé. C'est qu'au moins vous vous êtes lancé, vous avez essayé d'y arriver, vous avez développé un certain nombre de stratégies, un certain nombre de mécanismes pour pouvoir atteindre votre objectif et vous avez appris. En fait, la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est effectivement de ne pas bouger. De ne pas bouger. C'est un peu ce qui se passe quand notamment on a l'impression justement, par exemple, rupture amoureuse, puis on se dit, oh là là, il faut que je redémarre à zéro. Je comprends que vous ayez peur de l'échec dans ce cas-là, mais vous redémarrez jamais de zéro. Redémarrer de zéro, ça voudrait dire que vous gommez tout ce que vous avez appris sur vous, sur le monde, sur les autres, sur la relation, alors qu'en fait, ce sont des acquisitions. C'est une acquisition d'expérience. Donc, il y a vraiment, voilà, qui ne tente à rien n'a rien, c'est exactement ça. Moi, j'avais vraiment l'autre version qui était, il n'y a que ceux qui font rien qui ne risquent pas de mal faire, en fait. C'est une personne, justement, qui en avait marre qu'on lui reproche de mal faire les choses, et qui à chaque fois qu'on lui reprochait de mal avoir fait quelque chose, en fait, elle nous faisait remarquer que elle l'avait peut-être mal fait, mais elle l'avait fait, en fait. Donc, c'était une manière de nous dire, oui, mais vous n'avez pas bougé, et du coup, vous pouvez me reprocher de mal faire, mais au moins, moi, je l'ai fait. C'était pour des choses du quotidien, en fait. C'était mon oncle, en gros. Mais voilà, peu importe. Mais en tout cas, j'ai toujours entendu cette phrase, et je la trouve vraiment juste, pour le coup. Donc, n'ayez pas peur de mal faire les choses. Faites-les, et vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Et comme Émilie, eh ben, peut-être que ça ne marchera pas la première fois.
Et peut-être que ça sera 2 ans après que vous repasserez un diplôme et que ça sera à ce moment-là que ça marchera. Et vous ne saurez même pas pourquoi vous avez échoué vraiment la première fois. Et vous ne saurez peut-être même pas pourquoi vous avez réussi la deuxième fois. Mais dans tous les cas, vous aurez appris. Oui, mais en ne faisant rien, on n'avance pas. Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas avancer sans être dans le déséquilibre du mouvement. La marche, c'est exactement ça. La marche, c'est une suite de déséquilibres. C'est une suite d'inconfort. Et c'est en se lançant et en étant dans l'inconfort qu'on avance. C'est exactement ça. C'est comme le vélo. À un moment donné, pour faire du vélo, faut se mettre en déséquilibre. C'est-à-dire, il faut lâcher le sol. Et à un moment donné, tenir à son guidon, tenir à son objectif et se mettre en mouvement. Il n'y a que comme ça qu'on ne tombe pas, en fait. C'est exactement la même chose par rapport à l'échec. Et en plus, pensez vraiment que si vous pensez à l'échec, si c'est votre paradigme de pensée, vous augmentez vos chances d'échec. Parce que, vous risquez de ne rien faire, en mode feuille morte. Et du coup, si vous faites rien, à la fin de votre vie, vous aurez échoué. Parce que du coup, vous n'aurez rien accompli, vous n'aurez rien fait, et vous serez plein de regrets de ne pas avoir fait toutes ces choses. 2, si vous avez peur d'échouer, en fait, quelque part, vous échouez aussi, parce que peut-être que dans votre paradigme, il y a le fait que vous aimeriez réussir, mais sans avoir eu peur d'échouer. Le nombre de personnes qui réussissent au final, et qui disent « Oh là là, mais j'aurais tellement préféré ne pas avoir peur au début ». Mais du coup, en fait, ils sont en train de gâcher le fait d'avoir réussi quand même. Et puis, le fait d'éviter d'échouer, c'est-à-dire d'éviter la difficulté, d'éviter de faire cette chose-là. Par exemple, je sais pas, j'ai peur d'échouer à un examen, du coup, je ne fais pas l'examen, j'arrête tout, je ne fais pas. Et du coup, c'est échouer aussi, parce qu'au final, vous n'aurez pas votre examen. Donc, le seul moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas avoir finalement le paradigme de l'échec. De se dire, ok, dans tous les cas, soit je réussis, soit j'apprends. Et c'est vraiment en gros, c'est d'accepter que votre cerveau fonctionne comme ça, que l'être humain fonctionne comme ça, même si on vous a toujours raconté le contraire. Même si on vous a raconté que c'était normal d'y arriver, que c'était normal de savoir faire ci, de savoir faire ça. Je pense aux additions. Mais oui, c'est normal, regarde, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais les gens qui vous l'ont appris comme étant quelque chose de normal, eux aussi, ils ont appris en échouant. Tous, absolument tous. Et j'irai même encore plus loin, les meilleurs qui ont réussi dans la vie, ceux qui sont les plus reconnus pour leur réussite, ce sont des gens qui ont échoué, et qui ont même parfois échoué à la limite du gouffre, en fait. Les gens les plus reconnus au niveau mondial, c'est des gens qui ont galéré, qui ont lancé 1 million de projets avec plein qui se sont cassés la figure, qui encore aujourd'hui, finalement, se lancent et continuent à se lancer dans des choses qui ne marcheront pas. Mais en fait, c'est une histoire de statistiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous essayez de choses, plus vous prenez aussi le risque et la chance qu'il y ait des choses qui réussissent. Mais si vous ne réussissez, si vous êtes dans l'inertie et que la peur de l'échec, finalement, vous empêche de faire des choses, de faire des expérimentations, vous ne vous améliorez pas. Et en plus, vous réduisez le nombre des choses que vous allez essayer. Donc, si vous réduisez le nombre de choses que vous allez essayer, du coup, vous augmentez votre risque d'échec, parce que si vous ratez le truc que vous avez enfin réussi à mettre en place, ou pour lequel vraiment vous vous sentiez vraiment à l'aise par rapport à tout le reste que vous avez évité de faire, en fait, c'est mettre tous ces œufs dans le même panier. Si vous renversez le panier, vous faites une grosse omelette, et vous êtes juste dégoûté, et vous encouragez en plus le cycle de l'échec, c'est-à-dire que vous renforcez votre mauvaise estime de vous, vous renforcez la croyance que c'est normal d'échouer parce que vous êtes dans une stratégie de l'échec et que vous avez tout échoué dans votre vie, tout ça. Normal, avec une stratégie pareille, effectivement, si je mets tous mes œufs dans le même panier, je prends plus de risques que si finalement j'en mets un petit peu à droite, un petit peu à gauche, que finalement je ne les dépasse pas tous en même temps, que on est exactement dans cette stratégie-là. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vraiment là où vous en êtes par rapport à ça. Je vais revenir sur un point, quand même, dont j'ai parlé, mais pour moi, c'est hyper important de faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Encore une fois,
il y a énormément de cas de personnes qui réussissent dans la vie, c'est-à-dire qui réussissent leur vie professionnelle, ils réussissent leur couple, ils réussissent leurs investissements, ils réussissent, voilà, et pour autant ils n'ont pas la sensation d'avoir réussi leur vie. Il y avait une étude qui était sortie qui disait que 95% de personnes interrogées dans cette étude, à la fin de leur vie, donc c'était vraiment, on allait voir des personnes qui étaient vraiment en fin de vie, donc des personnes très âgées, et en fait, elles disaient toutes qu'elles avaient la sensation d'être passées à côté de l'essentiel, de ne pas avoir assez essayé. Elles étaient pleines de regrets de ne pas avoir osé, de ne pas avoir essayé de faire les choses, de ne pas avoir dépassé leurs peurs, leurs craintes. Et donc, vous imaginez 95% des personnes interrogées. Alors, je veux bien qu'ils soient allés voir que des gens dépressifs, peut-être, c'est possible, mais quand même, c'est quand même un chiffre affligeant. Est-ce que vous avez envie d'être dans cette statistique-là? Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on fasse changer un peu les choses? Donc, le but, ça va être vraiment de réussir sa vie. C'est-à-dire de réussir à être suffisamment satisfait pour pouvoir se dire « Ok, mais j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de choses, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, mais quoi qu'il en soit, j'ai appris, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert des choses, j'ai vécu, j'ai ressenti des émotions, j'ai appris des choses de manière intellectuelle, j'ai façonné, j'ai créé. Et à la fin, vous pourrez vous dire « Waouh, j'ai fait tout ça quand même. J'ai fait tout ça. » Bien sûr, tout en lien avec vos valeurs, hein, on est d'accord, il ne faut pas faire pour faire. Mais même si vous arriviez à la fin de votre vie en disant « Oh là là, j'ai rien fait de ma vie, mais qu'est-ce que je suis contente de comment je l'ai vécu ?» Mais ok aussi, pour le coup. Parce que réussir sa vie, c'est pas forcément acquérir toutes les acquisitions qu'on nous dit associées finalement à la réussite. Réussir sa vie, c'est pas avoir un boulot 35 heures, ça n'a rien à voir. Réussir sa vie, c'est pas forcément être en couple, avoir je sais pas combien d'enfants, acheter une maison, avoir un chien. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui est au-delà de ça. Réussir sa vie, ça serait le bonheur par différents moyens. Je sais pas si... Peut-être que ça serait le bonheur, en fait. Encore une fois, réussir sa vie, c'est ce que vous y mettez. Mais demandez-vous si dans ce que vous y mettez, il y a des choses qui ont du sens pour vous et qu'il y a peut-être des choses qui n'ont finalement pas de sens pour vous. Encore une fois, hein, la notion de réussir, c'est avoir un boulot, machin, machin. Les gens le disent, mais quand ils le disent, regardez s'ils vibrent ou pas. Émilie, toi tout à l'heure, quand tu as dit, voilà, l'échec, c'est de ne pas avoir de boulot, nan, 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 même quand tu l'as écrit, je me dis, mais en fait, c'est du réchauffé, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on t'a dites probablement et que tu nous sors là parce que ça te semble logique, mais que tu t'appropries pas forcément, en fait. Enfin voilà, après, moi, ça serait mon sentiment, mais en même temps, par message, c'est un peu plus compliqué, mais demandez-vous finalement comment vous pouvez, à un moment donné, sortir de ce paradigme-là et vous construire votre propre notion de la réussite, en fait. Oui, réussir sa vie, c'est propre à chacun et à tous notre vision de notre réussite. C'est exactement ça. Et forcément, votre vision de votre réussite, elle sera impactée par votre éducation, vos valeurs et tout ça. Ça, c'est logique et normal. D'accord? Mais demandez-vous si vous êtes OK avec la vision que vous avez aujourd'hui. Une vision des choses, elle peut changer. Elle peut changer. Nos valeurs, elles changent tout au long de notre vie. Elles s'adaptent, elles se peaufinent. Il y en a certaines qui se renforcent, d'autres qui finalement deviennent moins importantes. Tout ça, c'est des choses qui évoluent. Demandez-vous juste, ok, dans tout ce que vous associez à la réussite, que vous avez dû noter tout à l'heure quand je vous ai proposé de le faire sur une feuille à côté que ça a coupé, vous avez eu le temps de le faire. Demandez-vous à quel point vous êtes, finalement, à quel point vous portez de l'importance à ces choses-là. Juste ça. Est-ce que c'est pas finalement juste des moyens d'atteindre ce qui est vraiment important pour vous? Je comprends parce que je trouverai toujours d'autres moyens pour vivre. Par exemple, si je continue pas mes études. Ouais. Par exemple, bien évidemment. Émilie, hier, je regardais une vidéo d'une nana, ça s'appelle Vivre en forêt, sa chaîne YouTube, et elle s'appelle Alicia, je crois. Et la nana, à un moment donné, elle s'est dit, je vais aller vivre en forêt.
Elle a acheté un petit bout de forêt, un petit bout de terrain, elle a monté une toile de tente et elle a mis un fourgon aménagé dessus. Et elle vit dessus depuis presque 3 ans, je crois. Mais elle a dû pour ça se départir finalement du modèle de réussite qui était le modèle social actuel en fait. Et là, elle est en train de construire. C'est pas forcément qu'elle aura peut-être pas la sensation d'avoir réussi sa vie, mais au moins elle a vécu. Elle a vécu, elle a appris. Elle a appris énormément de choses dans un cadre qui était différent. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il n'y a pas forcément de notion commune de ce qu'est la réussite. Mais qu'est-ce que c'est la réussite pour vous, en fait? Et j'en viens à un nouveau point, c'est-à-dire que très souvent, on parle de la peur de l'échec. On en parle énormément. Mais concrètement, quand je parle avec les gens en cabinet et que je les accompagne, en tant que psychologue, ce que je peux voir, en fait, c'est qu'en fait, il y a de la peur de l'échec, oui, mais il y a souvent aussi de la peur de la réussite. C'est-à-dire que, par exemple, vous qui êtes étudiant, si vous réussissez vos examens, c'est quoi les conséquences? Eh bien, vous allez peut-être devoir chercher du boulot, peut-être sortir du système de la fac pour rentrer dans la vraie vie, peut-être que vous allez devoir vous présenter différemment, prendre une indépendance justement financière par rapport à vos parents, par rapport devenir vraiment adulte, même si vous l'êtes, hein, on est d'accord. Mais la peur de réussir peut être tout aussi importante et souvent est reliée en fait à la peur de l'échec. Et donc c'est important, même si peut-être que c'est un peu moins présent, mais demandez-vous finalement, est-ce que vous n'avez pas peur aussi de réussir? Parce que c'est très très lié. C'est assez souvent que quand on a peur de l'un, finalement on a un petit peu peur de l'autre aussi. C'est-à-dire on angoisse un petit peu de se dire, ah, ça va créer des choses quand même, ça crée du changement. Et le changement, le cerveau, il n'aime pas forcément ça. Il aime énormément apprendre, mais il n'aime pas trop le changement. Parce que c'est de la perte de repères, parce que, voilà, pour toutes ces raisons-là. Donc, je vous invite vraiment à y penser. Est-ce que vous avez peur de l'échec, mais est-ce que finalement, vous n'auriez pas peur de réussir aussi? Alors, c'est toujours un peu biaisé parce qu'on a envie de réussir aussi. Donc, des fois, on dit, bah non, j'ai pas peur de réussir, j'ai envie de réussir. Mais demandez-vous ce que vous ressentez quand vous envisagez la réussite et les conséquences. Ce que ça va entraîner. Probablement que vous allez identifier qu'en fait, il y a un petit stress. Il y a un petit souffle court, une petite angoisse qui vient, et ça serait totalement logique. Et le nombre de personnes qui sont bloquées par leur peur de réussir plutôt que par la peur de l'échec, parce que l'échec, en général, quand ils sont dans le paradigme de l'échec, ils connaissent déjà, en fait. Donc, à la rigueur, c'est connu. Par contre, réussir, des fois, ça leur semble nouveau. Donc voilà, c'était juste un point sur lequel je voulais vous amener, en fait, à réfléchir. Et puis, maintenant, je vais vous amener juste quelques pistes, en fait, pour travailler sur votre peur de l'échec. Si vous êtes dans ce paradigme-là, si vous vous êtes reconnu dans les différents exemples qu'on a pu donner, s'il y a un truc en vous qui fait j'ai peut-être une petite appréhension sur le fait de réussir, ou même si c'est pour vous ou si c'est pour d'autres, mais il y a des exercices très simples qui sont assez simples en fait à mettre en place dans votre vie, à savoir le fait de finalement vous forcer à échouer. C'est-à-dire que moi très souvent, quand il y a des personnes qui ont la peur de l'échec en cabinet, et en fait je leur demande pendant une semaine, donc entre 2 rendez-vous, de faire exprès de rater des choses. Alors selon le type de peur de l'échec et ce à quoi c'est rattaché, si par exemple c'est une peur de l'échec et du coup du jugement des autres et plus précisément de ses proches, et ça va être par exemple, je vais lui demander sur la semaine de quasiment, allez, on va dire 3-4 fois dans la semaine, si c'est la personne qui fait par exemple à manger, je vais lui demander de rater ses plats, mais de les rater vraiment, vous voyez, c'est-à-dire de mettre du sel à la place du sucre, de faire cramer la tarte, de mettre trop de piment, ou de faire un truc vraiment à l'envers. Vous voyez, enfin peu importe, mais le but ça va être vraiment de rater des choses. Alors, là, on est d'accord qu'on n'est pas sur des populations qui ont faim, on n'est pas sur des gens qui risquent des problèmes de santé, et on n'est pas sur des techniques. On ne lui demande pas d'empoisonner les gens, on lui demande juste de faire quelque chose qui, a priori, sera dans la catégorie raté, mais qui n'engage pas la santé des gens. Et donc,
ces personnes-là, si c'est relié à la peur du jugement de l'autre, eh bien, le fait de s'obliger à rater, alors bien évidemment, elles doivent s'obliger à rater, mais elles doivent le présenter comme si c'était réussi, et comme si elles étaient vraiment très fières d'elles. Donc ça demande un petit jeu d'acteur quand même, hein. C'est pas forcément très facile. Et donc les personnes en général reviennent la semaine d'après en me disant oui, alors j'ai essayé de rater, voilà, mais je leur dis non, il faut le faire vraiment. C'est-à-dire si vous rajoutez juste 3 grains de sel de plus, ça ne change rien, il faut vraiment que ça ait vraiment le goût du raté. Le but c'est qu'elles se confrontent en fait au fait que ben, peut-être que les gens, ben, un, vont pas forcément faire attention, peut-être que deux, ben, la notion du raté pour elles, ben, pour eux ça leur ira, ça peut arriver. Peut-être qu'ils vont leur dire aussi que c'est vraiment raté. Et qu'en fait, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. En fait. Après, il ne va rien se passer. C'est juste que bah, c'était raté, c'était raté. À la rigueur, ils vont peut-être en rire. Peut-être que ça va être un peu houleux. Mais à la fin, il ne va rien se passer. Tout va bien aller. Mais le but, c'est qu'elles fassent cette expérimentation. Parce que très souvent, les gens qui ont peur de l'échec, c'est pas forcément, à part dans la formation réactionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas des gens qui ont échoué, en fait. C'est très souvent des gens qui, finalement, ont toujours réussi suffisamment pour finalement pas savoir vraiment ce qu'on ressent quand il y a de l'échec. En fait, en gros, plus on échoue, moins on a peur de l'échec, moins on échoue, plus on a peur de l'échec. Parce que c'est un inconnu. On ne sait pas ce qui pourrait se passer vraiment. Donc vous voyez qu'avec ces personnes, déjà, il y a l'histoire de rater la préparation des plats, de rater des choses comme ça. Deux, la deuxième stratégie, c'est pour les personnes qui ont peur justement d'échouer et qui ont peur, encore une fois, de voir des refus, par exemple, et qui seraient dans la peur du rejet, pas du jugement, mais du rejet. Par exemple, ça va être la peur... toi, par exemple, Émilie, tout à l'heure, tu disais que tu avais peur que tes parents, finalement, ne t'acceptent pas chez eux. Ce que moi, j'associe à de la peur du rejet. Rapidement, hein, c'est pas forcément le cas, mais ça y ressemble, en fait. Et bien, ça va être, par exemple, de se mettre dans des positions où on s'expose au fait que l'autre puisse nous dire non, par exemple. Donc ça va être, par exemple, on va aller demander, je sais pas, on va aller dans un magasin et on va négocier un vêtement. Ou alors on va aller demander, je sais pas, on serait jamais allé demander au prof s'il pouvait nous donner des cours particuliers, ben on va aller lui demander. Et s'il dit non, c'est pas grave, parce que de toute façon, on le faisait pour pouvoir apprendre à gérer le fait que l'autre nous dise non. Donc à la rigueur, si l'autre nous dit non, on est content, en fait. On est content parce qu'on aura fait notre exercice. Limite, les gens, quand ils reviennent après avoir eu cet exercice, ben en fait, ils sont un peu déçus. En général, ils arrivent, ils disent oh là là, mais non, ça n'a pas marché. Je leur demande ce qui n'a pas marché. Et ils me disent, ben en fait, les gens m'ont dit oui, en fait. Mais il y a des gens qui ont vraiment demandé à leur patron une augmentation, demander à leur compagnon ou leur compagne de faire des choses pour lesquelles ils pensaient vraiment que l'autre allait dire non, en fait. Mais du coup, ils étaient déçus que l'autre leur dise oui, parce que c'était pas l'exercice. Alors qu'en fait, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, concrètement. Donc c'est hyper intéressant de s'exposer, de tenter, de s'obliger chaque jour à aller demander aux gens quelque chose qu'ils ne se demandent pas, ou quelque chose qu'on n'osait pas demander, mais ça fait longtemps qu'on voulait le demander, et d'y aller et de se dire, bah, si la personne me dit non, je vais apprendre à gérer en fait le fait que quelqu'un me dise non et que en fait le monde s'effondre pas et que je suis totalement en capacité de pouvoir gérer ça. Donc mon conseil vraiment par rapport à la peur de l'échec, c'est que probablement si vous avez peur de l'échec, à part si c'est une formation réactionnelle, dans ce cas-là ça se travaille avec un thérapeute, un professionnel, il n'y a pas de souci, ça se travaille, pas de souci, mais si vous n'avez pas eu vraiment un événement et que vous sentez vraiment que c'est une formation d'empreinte liée au contexte, ce qui est fort possible parce que l'environnement social est propice à ça, dites-vous juste qu'en fait, vous avez appris à être comme ça par empreinte, vous allez apprendre à être autrement par empreinte. Et donc, en mettant en place des petites stratégies comme ça, en vous exposant, en disant, bah allez, je vais faire en sorte de demander un truc, mais tellement énorme à la personne qu'en fait, elle va me dire non, mais c'est ok pour moi, en fait. C'est ce que je cherche. Je cherche à ce que l'autre me dise non pour pouvoir ressentir ce que ça fait à l'intérieur quand quelqu'un me dit non. Il y aura peut-être de la frustration, peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, peut-être de la peur, peut-être peu importe, mais il y aura aussi de la joie parce que c'est ça que vous êtes allé chercher. Donc même si ça vous semble un peu bizarre, comme à chaque fois que je vous donne des techniques et tout ça,
S'il y en a qui veulent essayer et nous faire un débrief après de ce que ça a donné pour eux, et vraiment demander aux personnes ce qui vous trotte dans la tête depuis un petit bout de temps, mais que vous n'osiez pas demander. Si vous disent non, dites-vous que ça vous fait progresser. Si vous dites oui, ben vous avez ce que vous vouliez. Donc dans tous les cas, vous gagnez. Ok? Alors, hop, hop, hop. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. Non, alors s'il n'y a pas d'autres commentaires, je regarde un peu s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire ce soir. Encore une fois, désolée pour toutes les coupures. C'est vraiment indépendant de ma volonté. C'est un peu compliqué ce soir en termes de connexion. Ok. Et souvenez-vous que les échecs, les vrais échecs, c'est un jeu. On parle du jeu d'échecs. Pour moi, c'est le seul endroit où on peut réellement parler d'échecs, en fait. C'est comme, enfin voilà, je vous avais parlé d'autres, enfin peu importe, mais en tout cas, dites-vous vraiment, au plus vous allez vous exposer aux choses, à la réalité, au plus vous allez apprendre à gérer ce lien à la réalité, pour le coup. Donc expérimentez, tentez les choses, demandez aux gens, et à la rigueur, soyez contents quand ils vous disent non, soyez contents quand ils vous demandent des explications, soyez... Parce que au moins vous aurez la fierté de pouvoir dire, ok, j'ai essayé, c'est un regret que j'aurai pas sur mon lit de mort quand je serai vieille, ou voilà. Soyez fiers en fait d'assumer d'exister, d'assumer d'avoir des questions, d'assumer de pouvoir lever la main en classe, même s'il n'y a plus de classe, quand même. Enfin, être vraiment fiers de vous en fait, soyez fiers de vous. Bon allez, je vous laisse sur ça. Désolée encore une fois pour toutes les coupures. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous et à demain où on parlera de préparer un oral. Donc on va parler demain de préparer un oral. Je sais qu'il y en a certains qui ont des oraux bientôt. Donc n'hésitez pas. On va préparer ça et puis tout ce que vous allez apprendre là, ça va vous aider pour l'année prochaine dans tous les cas. Donc prenez des notes et ça marchera. À demain soir, j'espère que la connexion sera meilleure. Au revoir, au revoir.